Bonsoir, enfin je dirais bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Rude journée, vous avez eu beaucoup de panels. Ceci, je crois, le dernier, si ma collègue Philippine me confirme. C'est ça. Ben, écoutez, merci en tout cas d'être avec nous. Pour nous, c'est important. Donc, merci pour cela. Pour les autres petites personnes qui sortent de la salle, si on pourrait, parce que nous commençons. Merci pour votre compréhension. Alors ici, nous allons parler donc d'un panel organisé en partenariat avec Impact Tank, dont nous avons la Maudie, la présidente qui est présente ici parmi nous. Et nous allons parler pour des alliances innovantes à impacter positif le cas de la précarité menstruelle. Donc c'est un débat hautement important que nous allons aborder ici. Et je vais présenter mes panélistes. Nous avons, comme j'avais dit, Madame Agnès Audier, présidente d'Impact Tank avec nous. Merci d'être avec nous. Nous avons ensuite Monsieur Maxime Legrand, qui est directeur commercial chez DIM. Merci pour votre temps et d'être avec nous aussi ici. Maude Leblond, directrice générale de Règles élémentaires. Merci d'être avec nous aussi. Henriette Seyrac, Global Health Consultant à PCI Europe. Et enfin, Margot Chinal, Project Manager à l'AFD. Merci d'être avec nous. Mais je crois qu'avant d'entamer les débats, nous avons une vidéo de la ministre Bérengère Couillard qui voudrait nous adresser quelques mots par vidéo. Madame la Présidente de l'Impact Tank, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la précarité menstruelle a longtemps été un angle mort de l'action publique. Ce sujet se situant à la croisée de deux tabous, celui des règles et celui de la pauvreté. Toutes les personnes menstruées savent les difficultés que peuvent générer les règles, mais il est parfois difficile d'imaginer ce qu'elles entraînent pour les personnes en situation de précarité. À l'initiative du groupe SOS, Impact Tank a lancé en 2022 un vaste chantier de recherche et d'action pour lutter contre la précarité menstruelle en France, mais aussi en Europe et en Afrique, à l'aide d'une coalition réunissant acteurs privés, publics et associatifs. Je veux ici remercier tous les partenaires et chercheurs du groupe de travail, ainsi que Samir Al-Belkrim, fondateur du sommet Emerging Valley, pour toutes vos contributions. Nous avons encore beaucoup à apprendre des situations vécues par les personnes concernées, mais surtout, nous avons besoin d'étudier les initiatives concrètes qui émergent ici et là pour pouvoir les valoriser et nous en inspirer. Mon ministère soutient cette initiative depuis le début, car il s'agit... Donc je pense qu'on va réécouter. Hop, vous la remettez du début, ça vous va? Oui. Madame la Présidente de l'Impact Tank, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la précarité menstruelle a longtemps été un angle mort de l'action publique. Ce sujet se situant à la croisée de deux tabous, celui des règles et celui de la pauvreté. Toutes les personnes menstruées savent les difficultés que peuvent générer les règles, mais il est parfois difficile d'imaginer ce qu'elles entraînent pour les personnes en situation de précarité. À l'initiative du groupe SOS, Impact Tank a lancé en 2022 un vaste chantier de recherche et d'action pour lutter contre la précarité menstruelle en France, mais aussi en Europe et en Afrique, à l'aide d'une coalition réunissant acteurs privés, publics et associatifs. Je veux ici remercier tous les partenaires et chercheurs du groupe de travail, ainsi que Samir Al-Belkrim, fondateur du sommet Emerging Valley, pour toutes vos contributions. Nous avons encore beaucoup à apprendre des situations vécues par les personnes concernées, mais surtout, nous avons besoin d'étudier les initiatives concrètes qui émergent ici et là pour pouvoir les valoriser et nous en inspirer. Mon ministère soutient cette initiative depuis le début, car il s'agit d'une lutte collective touchant plus de 500 millions de personnes à travers le monde, qu'il s'agisse des difficultés d'accès aux protections, à des infrastructures sanitaires, mais aussi à l'information. C'est un problème mondial avec des enjeux de nature différente selon les pays, mais qui touche l'humanité dans toutes ses composantes et qui doit donc faire l'objet d'une attention universelle. Il s'agit d'un enjeu de santé publique nationale prioritaire et il doit le devenir au niveau mondial. Fort de plus de 50 recommandations, votre rapport étudie des initiatives identifiées dans plusieurs pays, comme au Cameroun, au Sénégal, en Espagne ou encore en Angleterre. Elles sont inspirantes et méritent d'être déployées à une plus grande échelle. En France, nous avons commencé à agir depuis de nombreuses années. Depuis 2016, le taux de TVA appliqué sur les produits de protection périodique féminine est de 5,5% contre 20% jusqu'alors. Depuis 2021, 8 millions d'euros sont aussi consacrés pour la distribution et les actions de sensibilisation et d'information dans les établissements du secondaire. Plus de 1000 restaurants universitaires bénéficient ainsi de distributeurs gratuits
régulièrement alimentées. Enfin, près de 11 millions de protections hygiéniques, dont environ 30% sont des protections réutilisables, ont aussi pu être distribuées dans près de 300 structures d'aide aux femmes en précarité. Les femmes en milieu carcéral reçoivent également chaque mois un lot de protection. Et nous allons continuer dans ce sens. Dès l'année prochaine, 4,8 millions d'euros seront dédiés en France à la précarité menstruelle, spécifiquement dédiés aux femmes précaires, celles hébergées ou à la rue. Nous poursuivrons également notre soutien en milieu carcéral ainsi qu'aux étudiantes via des actions de sensibilisation, mais surtout via les distributeurs gratuits. Mais surtout, nous allons concrétiser l'engagement que nous avons pris et dès septembre 2024, la prise en charge des protections périodiques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans sera effective, ainsi que toutes les femmes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans limite d'âge. Nous levons l'obstacle financier qui, pour plusieurs millions de femmes, est une réelle contrainte et nous leur permettons d'avoir accès à des protections plus saines pour l'environnement et pour leur santé physique ou mentale. Pour conclure, je veux vous dire qu'au-delà du débat autour du congé menstruel, j'ai la conviction que les entreprises doivent s'intéresser de près à la santé de leurs salariés tout au long de leur vie. Les difficultés associées à la santé sexuelle et reproductive des femmes ont longtemps été sous-estimées dans la mise en œuvre des politiques de santé au travail. Il nous faut travailler à une réponse au plus près des besoins des femmes, dans le secteur public comme dans le secteur privé et surtout dans un cadre médical. La santé des femmes au travail ne doit pas devenir un nouveau sujet de discrimination. Les débats que vous organisez aujourd'hui vont peut-être permettre de faire émerger de nouvelles initiatives et je m'en réjouis par avance. Je vous souhaite une journée enrichissante et je vous remercie une nouvelle fois de mettre en lumière un sujet aussi important pour la condition des femmes. Je vous souhaite d'excellents débats. Merci. Merci Madame la Ministre. Alors, dans mon introduction de personne, Madame la Ministre a parlé du Cameroun. Il faut que je présente aussi Madame Olivia Mvondo, qui est la CEO de Kemrad. Donc, merci de vous joindre à nous aussi. Alors, comme Madame la Ministre l'a mentionné, c'est quand même un thème important qui touche 500 millions de personnes à travers le monde, ce qui est énorme. Et la première question que j'aurai, j'adresserai à Madame Margot Chinal. Quels sont les défis clés liés à la menstruation aujourd'hui ? Alors merci, bonsoir à toutes et tous. Peut-être avant de parler des défis, je voulais donner 2 chiffres, dont un qui a déjà été donné, c'est les 500 millions de personnes en situation de précarité menstruelle dans le monde. Donc celui-là c'est bon. Juste pour dire 500 millions de personnes menstruées, aujourd'hui, les 500 millions de personnes, ça représente un quart de la population menstruée, donc c'est une grosse proportion. Et le deuxième chiffre que je voulais donner pour qu'on ait bien en tête l'impact sur la vie des personnes menstruées, c'est que si on met bout à bout les périodes de règles, ça représente 6 ans et demi dans la vie d'une personne menstruée. Donc les règles, c'est pendant 6 ans et demi. Donc pour revenir sur la question des défis, aujourd'hui, on parle on va dire 3 grands défis. Le premier, c'est le manque d'accès à l'information et à l'éducation sur le sujet des menstruations. Ça reste encore aujourd'hui un des plus grands tabous de nos sociétés, les règles. Donc voilà, énormément de stigmatisation, énormément à l'égard des femmes et des filles, énormément de fausses croyances qui circulent. Le second grand défi, c'est la difficulté de l'accès aux produits d'hygiène menstruelle, donc que ce soit les serviettes, les tampons, les cups. Soit, alors pour plusieurs raisons, soit parce que ces produits menstruels vont être trop chers pour une partie de la population, soit parce que dans certaines régions du monde, ils sont tout simplement pas disponibles sur le marché. Et puis le troisième grand défi, c'est l'accès à l'eau et à l'assainissement, et plus précisément l'accès à des infrastructures sanitaires adaptées aux besoins des personnes menstruées, donc qui assurent la sécurité, l'intimité et des bonnes conditions d'hygiène. Donc voilà, tout ça fait que la conséquence de tout ça, c'est évidemment que les menstruations restent aujourd'hui un premier frein, un des freins importants à l'émancipation des femmes et des filles, avec des répercussions évidemment sur la santé, mais aussi sur la scolarisation des filles, l'autonomisation économique des femmes, la mobilité, l'égalité femmes-hommes évidemment, et de manière plus générale sur l'économie globale des sociétés. Et puis je rajouterais peut-être 3 constats sur ce secteur de la santé et de l'hygiène menstruelle. C'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est très peu documenté. On a encore très peu de données sur ce secteur, donc ce qui montre bien qu'on s'y est intéressé
très tardivement, parce qu'en général, quand on n'a pas de données, c'est qu'il y a peu de reconnaissance du problème. Le deuxième constat, c'est que c'est un secteur qui est encore trop peu financé, que ce soit par le secteur public, le secteur privé ou la société civile. On manque encore de financement alors que les besoins sont énormes et il y a aussi un gros besoin d'innovation. Et puis le troisième constat, c'est qu'encore dans de nombreux pays, c'est un sujet qui n'est pas priorisé dans les agendas politiques. Comme quelque chose que vous avez dit qui m'a interpellé, des fausses croyances. Quel genre de fausses croyances circulent sur ça? C'est quand même fou, on est quand même... Il y a plein de fausses croyances, mais peut-être qu'Olivia pourra en donner sur le cas du Cameroun, mais des fausses croyances du type, les règles, c'est sale, donc une femme va être considérée impure dans certaines religions au moment où elle a ses règles, elle ne va pas pouvoir se rendre dans les lieux de culte, elle ne va pas pouvoir participer à certaines activités. Je ne sais plus si c'est au Cameroun, Olivia, tu confirmeras ou pas, mais... Mais en Europe, nous en avons aussi qui sont identiques. En Europe, en France, on dit qu'une femme ne peut pas faire une mayonnaise quand elle a ses règles. Vous avez jamais entendu ce... Non, mais je vous avoue bon, alors pour l'avoir testé, on peut faire une mayonnaise quand on a ses règles. Non, mais voilà, les fausses croyances, elles sont de plein d'ordres différents, mais en général... Donc on pourrait dire qu'il y a aussi un autre défi lié à l'éducation, nous les hommes, peut-être, et la sensibilisation. Et là, je pourrais peut-être vous parler avec vous, je voudrais embrayer sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est un défi? Quand on parle qu'il y a ces fausses croyances encore qui sont présentes dans les sociétés, comme on dit chez nous, entre guillemets, civilisées, avancées? Énorme, oui. Mais alors, moi, je vais plutôt parler au niveau international. Maud sera mieux placée pour parler de ce qui se passe en France. Mais évidemment, un des énormes leviers en fait, pour corriger ces fausses idées et lever le tabou et corriger la stigmatisation autour des règles, il faut impliquer tout le monde. Et il faut impliquer les hommes. J'étais dehors en train d'essayer d'amener des gens à venir parler de précarité menstruelle et les hommes me regardaient un peu bizarrement. J'étais si, il faut absolument que vous veniez, c'est très important. Donc c'est très important que tout le monde se sente concerné parce qu'on parle justement de normes sociales. Donc par définition, ça concerne toute la société et on est tous coupables de générer ces tabous et de répandre ces fausses idées et en particulier, donc comme le disait Margot, la fausse idée centrale qui est universelle, et ça c'est quand même quelque chose qui continue de me fasciner, c'est que les règles sont sales. Et en fait, si on va voir de plus près ce que ça veut dire et ce que ça implique, c'est très grave. Parce qu'on est en train de dire que le corps de la femme est sale. C'est une idée extrêmement destructrice. Il faut absolument qu'on lutte tous contre cette idée. Et surtout, c'est une idée qui est fausse. Parce que les règles, si on regarde la biologie en fait, du cycle menstruel, donc les règles, c'est le sang et les tissus qui vont tapisser l'utérus, l'endomètre d'une femme. Ce tissu et ce sang sont en fait la matière qui vont nourrir un embryon dans les premières semaines de sa vie. Donc si les règles ne sont pas provoquées par l'absence de fécondation de l'œuf, cette matière-là va nourrir l'embryon. Donc comment est-ce que ça peut être sale? Sachant que c'est ce qui nous a nourris dans les premières semaines de notre vie. En fait, c'est un non-sens total. Mais de cette incompréhension découle en fait tout le tabou, la stigmatisation, etc., avec des conséquences désastreuses. Parce que toute la question de la précarité menstruelle et de la dignité menstruelle qui se rattache à cette question de précarité est sous-tendue par cette incompréhension. Ça fait que les jeunes filles vont pas oser demander une serviette hygiénique à leur amie ou à une infirmière ou à une pharmacienne. Ça fait que les politiques publiques ne prennent peu ça en compte. C'est absolument génial de voir une ministre déléguée évoquer ce thème-là, mais c'est encore très rare. Ça fait que les besoins en recherche et développement, par exemple, aussi sont énormes et comme on n'en parle pas, on ne peut pas mettre ces sujets-là sur la table. À l'inverse, ce qui est très intéressant avec les normes sociales, c'est qu'on peut tous contribuer à les changer tout le temps. Donc le fait qu'on soit là tous ensemble ce soir, le fait qu'il y ait l'Impact Tank qui est en effet un sujet de priorité, ça va à chaque fois contribuer à régler le problème, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est une opportunité énorme, c'est un défi énorme, et il faut tous qu'on s'y mette. Il faut que tous les acteurs publics, privés, les ONG, les entreprises... On en parlera tout à l'heure là-dessus. Et les hommes.
Et les hommes surtout. Alors, comment former, comment changer? Et là, je m'adresserai à vous, Madame Leblanc, c'est comment changer dans la formation, dans la sensibilisation, les hommes ou les autres personnes pour justement mettre sur la table ou prioriser au niveau public ou autre cette thématique hyper importante qui, je répète, et comme l'a dit la ministre, 500 millions de personnes sont touchées à travers le monde. Oui, tout à fait. Et pour un petit focus aussi sur la France, parce que c'est peut-être des chiffres donc, au niveau mondial qui sont assez impressionnants, mais il faut savoir qu'en France aussi, ça concerne une large majorité en fait, des personnes qui ont leurs règles. Comme l'a partagé Mme Chinal, il y a des fausses Voilà. croyances aussi, Et... même ici de ce côté ah, oui, de oui, la Méditerranée. C'est ça qu'on soulignait. Donc. C'est ça. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des conséquences. Enfin, il y a ces croyances, mais c'est pas simplement des croyances, c'est des croyances qui ont des vraies conséquences concrètes en fait sur la vie des personnes. Parce que finalement, si ces croyances n'avaient pas d'impact, bon, bah, on pourrait se dire que ce serait un peu de folklore. La réalité, c'est que la précarité menstruelle, par exemple, c'est une des conséquences directes de ces croyances, et notamment de la honte et du tabou qui entoure le sujet des règles. Donc en France, en tout cas, nous, on a estimé dans une dernière enquête qu'il y avait près de 4 millions de personnes en situation de précarité menstruelle. Donc c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur, en fait, par rapport aux personnes menstruées que dans le reste du monde. Ouais. Alors notre définition, c'est d'avoir été une fois dans l'année passée en situation d'avoir des difficultés à se procurer des protections menstruelles. Donc effectivement, on n'a pas la double définition de l'accès première, c'est-à-dire parce que a priori les protections sont disponibles sur le marché. Donc c'est vraiment une logique liée à la précarité, à de la pauvreté. Et on sait aussi que ça touche principalement les personnes les plus jeunes, et notamment les moins de 25 ans. Puisque un ou une personne sur deux de moins de 25 ans a été dans cette situation l'année dernière. Et on voit aussi que c'est quelque chose d'un peu avec une tendance, puisque la situation s'aggrave, entre guillemets. Il y a une part aussi non négligeable de personnes qui pensent pouvoir tomber dans cette situation dans les mois ou les années à venir. Donc ça, c'est une des premières conséquences. Mais effectivement, on parlait de la sensibilisation et de l'information. Elle est aussi très importante, finalement, pour tout le monde, donc les personnes qui ont leurs règles et les autres. Parce qu'en fait, au-delà de la question de la précarité, ça a aussi des impacts, par exemple, sur la vie à l'école, sur la vie en entreprise. On sait aujourd'hui qu'il y a une élève sur deux qui a déjà raté l'école à cause de ces règles, dont la majorité, près de 70% de manière régulière. Donc c'est pas une fois dans sa scolarité, c'est plusieurs fois par an, voire tous les mois. On sait aussi que c'est le cas aussi en entreprise, qu'il y a un absentéisme réel. Alors notamment lié aux douleurs et aux pathologies, mais ça aussi c'est une des conséquences du tabou. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est aussi tout un pan de la population qui est laissé sans solution médicale. En fait, très concrètement, il y a entre 10 et 20%, on ne sait pas exactement, parce que comme Margot le disait, il y a très peu de données aussi sur ces thématiques, mais de personnes qui sont victimes de pathologies liées aux règles, donc avec parfois des douleurs tellement importantes qu'elles ne peuvent pas travailler, qu'elles ne peuvent pas aller travailler, qu'elles ne peuvent pas aller étudier. Donc tout ça, c'est des conséquences très très réelles. Et une des solutions, en tout cas probablement la plus efficace à mener, c'est vraiment d'avoir des campagnes d'éducation, de sensibilisation et de normalisation et de visibilisation peut-être aussi du sujet pour pouvoir faire changer les mentalités sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais il faut investir ce sujet probablement au même titre que l'accès aux protections. Et c'est d'ailleurs les deux grands enjeux qu'on avait identifié pour pouvoir, l'accès aux protections, à terme, c'est voilà. un des grands enjeux. C'est un des grands enjeux, on l'a montré là, parce que ce soit au niveau mondial ou en France avec cet exemple, et peut-être qu'on en parlera aussi pour le Cameroun, c'est vraiment le premier élément. C'est aussi probablement le plus facile, entre guillemets, à résoudre, puisque c'est plus simple de donner accès à des protections que de changer les mentalités. Enfin, disons que c'est plus c'est une question financière et c'est une question d'accès concret. Donc c'est vraiment la première étape, parce que sans ça, c'est pas possible ne serait-ce que de travailler, de sortir chez soi. Ça a aussi des conséquences très concrètes sur la santé, en fait, des risques sanitaires, puisque quand on n'a pas de protection, on se débrouille pour en fabriquer, ou bien on porte plus longtemps des protections qu'on ne devrait pas garder aussi longtemps. Et tout ça, ça a évidemment des conséquences très concrètes et très quotidiennes sur la vie et la santé de millions de personnes. Et ensuite, s'attaquer à la question du tabou et des représentations pour pouvoir à la fois donner accès à l'information aux personnes qui sont concernées, mais aussi donner à comprendre à ceux qui ne sont pas concernés par le sujet, mais qui doivent aussi avoir un rôle très important pour faire que les personnes qui ont leurs règles puissent les vivre dans les meilleures conditions. Mais comme vous l'avez dit, donc vous avez présenté un peu ce qui se passe en France, où 4 millions de personnes sont quand même touchées par cet enjeu, ce qui est énorme sur une population de combien, 50, 60 millions d'habitants, ils sont ici en France. Oui, surtout de 16 millions de personnes menstruées. 16 millions de personnes, le quart, même voilà. Le quart. Exactement. Une personne sur 4 est touchée, donc ce qui démontre l'ampleur de cette thématique. Comme on l'a mentionné, on va tourner un peu quand même vers l'Afrique, le Cameroun en particulier. Moi, je lisais ce matin un article dans Le Point qui disait que les femmes étaient sous-représentées et sous-estimées déjà dans l'entrepreneuriat. Et au niveau sanitaire aussi, lorsqu'on prend la science,
les personnes dans le contexte africain ne croient pas du tout que les femmes peuvent faire quelque chose en science. Et je trouvais que c'était vraiment extraordinaire d'avoir toujours ces croyances à cause de normes sociales. Est-ce que ces normes sociales pèsent-elles énormément quant à la question de la menstruation dans le contexte camerounais? Et quels sont les défis dans le contexte local selon vous? Déjà, bonsoir et merci de me donner la parole. Oui, je pense vraiment que l'aspect tabou qui est lié au niveau des menstruations au Cameroun est très important. Je pense qu'il est tout aussi important au Cameroun et en France. Je vais un peu illustrer ça par un exemple. C'est-à-dire que une femme qui travaille dans le top management d'une entreprise, qu'elle soit en Occident ou en Afrique, elle va se réveiller le matin et puis elle va avoir des crampes menstruelles. Elle a une réunion très urgente à laquelle elle ne peut pas déroger. Je ne crois pas qu'elle va appeler ses collaborateurs pour leur dire qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle a ses règles. Elle va se lever, elle va appeler son médecin en lui demandant « Est-ce que tu n'as pas quelque chose? J'ai besoin d'un calmant, je dois assister à cette réunion. » Alors que si elle était écoutée, s'il y avait une démystification des menstruations, je pense qu'elle aurait pu aisément appeler ses collaborateurs pour leur demander de l'excuser parce qu'elle a ses règles et quand elle a ses règles, elle ne peut rien faire. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que oui, il y a toujours ce problème d'accessibilité, enfin, de blocage. Les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas, les gens ont honte. Et la grosse difficulté de ça, c'est que c'est la femme elle-même qui entretient tous ces tabous. De par l'information qu'elle va communiquer au départ, de par peut-être le refus même de voir. Parce que peut-être qu'une maman peut peut-être s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se passe, mais comme elle n'a pas instauré elle n'a pas réussi à instaurer une complicité avec son enfant, ben, elle va peut-être appeler le mari, ou bien elle va peut-être appeler la fille, la sœur, lui dire « Bon, on va avec ta sœur, j'ai vu qu'elle a commencé à avoir ces choses-là, donc tu files-lui ça, et voilà. » Alors que c'est dans certaines communautés, comme j'ai pu voir, par exemple, chez les aborigènes en Australie, quand une fille a ses règles, c'est la fête à la maison. C'est la joie. Chez les garçons, quand un garçon a sa première éjaculation, super, c'est un gars viril qu'on a à la maison aujourd'hui. Demain, voilà. Donc pourquoi est-ce que la fille, elle aussi, quand elle a ses règles, on ne pourrait pas les célébrer? Donc, et c'est ce que nous, à Camerpad, au Cameroun, aujourd'hui, on fait. On a décidé, au-delà de produire des serviettes hygiéniques, au-delà de distribuer aussi, de faire de la donation, il y a aussi cette nécessité de pouvoir expliquer l'importance de créer le lien mère-fille, particulièrement pour accompagner l'apparition des menstruations au moment où elles arrivent. Donc si moi je comprends, au-delà de l'accès je dirais, à des produits, comme vous l'avez mentionné, donc le dialogue au sein de la famille, déjà le premier défi plus important que vous qualifierez, le défi majeur déjà dans le contexte camerounais? En fait, moi je le dis dans le contexte comme c'est ce que nous faisons au Cameroun, mais c'est un contexte qui est en réalité transversal. Hein. C'est aussi bien au Cameroun qu'en France et ailleurs à travers le monde. Et comment alors changer et créer ce lien entre la mère et la fille sur cette thématique? Comment changer la donne selon vous? Comment dire, en n'attendant pas. Quand dans les actions que nous menons dans les ateliers que nous menons aussi bien en contexte primaire et secondaire, généralement on demande des consentements auprès des parents. On leur demande des consentements, on leur explique ce que nous allons faire avec leurs enfants à l'école et on les invite à être présents. Merci. Voilà. Et puis aussi, bon, comme le ministre l'a dit, il y a les communautés, il y a les institutions publiques qui participent à ces thématiques, mais aussi les groupes privés qui sont partie prenante de cet enjeu. Alors, moi, je voudrais savoir, je m'adresse à vous, de savoir comment des entreprises comme DIM, par exemple, s'investissent-elles pour changer la donne, ou de quelle manière conçoivent-elles leurs articles et leurs prix pour contribuer, par exemple, à démocratiser l'accès aux produits pour répondre aux enjeux majeurs liés à la menstruation?
Alors, bonsoir à tous. Alors, d'abord, on est ravis d'être là. Alors, une première raison, c'est que ça clôture aussi un an de collaboration autour du sujet. C'est ça aussi, hein, rendre un rapport, c'est collaborer pendant un an avec des entreprises, des associations et surtout des connaissances qu'on a besoin de rassembler tous au même endroit. Et puis, le symbole qui est dans la réunion Emerging Valley, c'est le trait d'union de réunir plusieurs continents, plusieurs projets autour d'un mot qui est l'innovation. Et l'innovation, c'est l'innovation qui est produit. Donc des entreprises, tout à l'heure pour faire le lien avec la partie entreprise, des entreprises comme la nôtre, comme Procter & Gamble, c'est aussi apporter des innovations de produits de par des process industriels. Et ça a été un peu notre rôle aujourd'hui. L'ADN de la marque DIM, hein, DIM a créé le collant en 1968 et ça a été la DIM avec la révolution du collant à travers l'innovation produit. Et c'est un peu ça que DIM essaye de faire depuis 1968. Et puis depuis 2 ans, on a eu l'occasion de se lancer sur, pour nous, on va appeler ça une nouvelle catégorie de produits que sont les culottes lavables. Et ça a été plus qu'une catégorie de produits. Pour nous, c'est un nouvel étendard pour aller chercher la démocratisation et puis lever un maximum de tabous. Donc voilà, c'est ça aussi, s'investir dans le cadre d'une entreprise. Après, vous l'avez dit, il faut trouver la bonne équation entre l'accessibilité. Donc là, on va parler de prix, de qualité produit. Et dans l'environnement, on essaie de prôner 3 piliers à travers tout ça. Le premier, c'est que une culotte lavable, d'abord, elle est très bonne pour l'environnement. Ça, c'est important aujourd'hui. L'environnement lavable, c'est réutilisable. Et donc ça, c'est des choses qui ont besoin d'être poussées. Dans le contexte, le deuxième pilier, dans le contexte inflationniste, il est économique aussi. On en parle beaucoup, mais il y a un problème d'accessibilité sur les prix. Et forcément, la réutilisation permet aussi que ça devienne plus économique. Donc beaucoup de sites internet, beaucoup de marques ont sur leur site internet des simulateurs pour essayer de comprendre à partir de combien de cycles les protections lavables deviennent plus économiques. Donc on parle de 7 à 8 mois en général. Voilà. Et puis le dernier pilier, ça va être vraiment sur la santé, où là, les produits qui vont être mis en circulation, ils doivent être regardés pour savoir et normés aussi. Et c'est un point qui est important. D'ailleurs, vraiment, on salue l'initiative du gouvernement à travers 2 égards. La première, c'est de faire en sorte que le remboursement des protections lavables soit poussé. D'ailleurs, on a eu encore quelques informations supplémentaires sur le projet. Donc ça, c'est super. Mais il faut aller beaucoup plus loin sur la partie normative, c'est-à-dire écrire des cahiers des charges pour que les produits qui seront en circulation soient de bonne qualité. Parce que si on veut aller jusqu'au bout du concept, si on met en circulation des produits, il faut être sûr que ça réponde à un besoin et surtout que ça puisse aider les femmes dans leur quotidien. Je remercie donc, outre aussi, donc, si j'ai bien compris, de mettre sur le marché des produits adaptés, et aussi vu qu'on parle de précarité menstruelle, peut-être à des prix aussi pour lesquels ces personnes touchées par cette précarité menstruelle puissent les acquérir. Il y a aussi quand même la collaboration avec les milieux associatifs. Et là, je vais me tourner vers vous, Madame Nadège. Comment, chez Procter & Gamble, collaborez-vous avec les autres parties prenantes, comme des organisations qu'on vient de mentionner, issues du milieu associatif? Bonsoir, je ne suis pas Nadège. Pardon, Chami, mis les mots. Je ne suis pas Nadège, je suis Chami, mais ravie d'être là. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Et donc, je représente en effet la société Procter & Gamble, et plus particulièrement la marque Always. Déjà, un grand merci à Impact Tank de nous avoir associés à ces travaux. On est extrêmement fiers d'être aux côtés des associations, des pouvoirs publics, de la ministre à distance, mais je pense que la diversité des acteurs aussi autour du panel illustre bien l'effort collectif et la complémentarité des uns et des autres dans un problème aussi important que celui qui est la précarité menstruelle. On est persuadé chez Always que c'est de cette diversité des acteurs dont pourront naître aussi des chaînes de solidarité innovantes, impactantes, et donc qui viendront apporter une solution au problème. Always, très brièvement, c'est plus de 20 ans d'engagement auprès des femmes et des jeunes femmes en France. Vous avez peut-être souvenir de la campagne Comme une fille, qui luttait contre les stéréotypes de genre, comment on lance un ballon comme une fille, comment on court comme une fille. Et également, on est extrêmement engagé dans l'éducation menstruelle et l'éducation à la confiance en soi. Parce qu'on le sait, c'est au moment de ces premières règles qu'il y a un basculement dans la tête des jeunes filles qui se fait et il y a une perte de confiance en elles.
Ça a été évoqué à plusieurs moments, mais voilà, la menstruation est vraiment un moment charnière dans la vie d'une femme auquel il faut s'intéresser. Et concernant la précarité menstruelle, que faisons-nous? Eh bien, on met toute notre expertise d'industriel au service de la chaîne de solidarité, au service des grandes causes dans lesquelles on s'engage. Ça passe par 3 actions: identifier, faire connaître, apporter des solutions. La première, c'est identifier, c'est-à-dire que nous, la connaissance de nos consommatrices est au cœur de tout ce que nous faisons. Nos innovations, nos produits, nos campagnes. Ce sont nos consommatrices, en fait, qui nous ont alertés sur le sujet à l'occasion d'études, quand on a interrogé les femmes. C'est un sujet qui a émergé il y a 5-6 ans, et donc on a décidé de s'engager très fortement dessus. Il y a plusieurs chiffres qui ont été donnés, je ne reviendrai pas dessus, mais peut-être un chiffre qui, moi, personnellement, m'a interpellée. Rien que sur l'Île-de-France, 6 à 10% des jeunes filles ratent l'école quotidiennement, en tout cas de façon régulière, à cause de la précarité menstruelle. C'est colossal. Rater l'école, c'est mettre en péril sa scolarité et donc son avenir. Donc on le voit bien, ce n'est pas un problème qui est juste dans les pays pauvres, mais vraiment dans nos sociétés, dans les classes des enfants qui nous entourent. Donc une fois qu'on a identifié le problème, il a fallu le faire connaître. Ça a largement été évoqué. La précarité menstruelle, c'est un tabou. On n'ose pas en parler dans le privé et encore moins dans la sphère publique. Quand on se ramène il y a 5 à 6 ans en arrière, c'était un angle mort médiatique. Personne n'en parlait, il y avait beaucoup de tabous autour de ça. Et donc nous, chez Procter & Gamble, on a décidé de mettre au service de cette grande cause toute notre puissance de communication pour faire connaître la précarité menstruelle. Et je pense que collectivement, chacun à notre échelle, on peut réellement se réjouir de voir aujourd'hui ce sujet inscrit à l'agenda médiatique et politique, parce que c'est de là aussi dont viendront les solutions. Et en parlant des solutions, les solutions innovantes, nous, on a décidé de s'engager auprès de 2 partenaires de confiance, dont Solidaire et Règles Élémentaires qui est ici, via des dons de produits massifs, 270 millions de produits distribués dans le monde, 30 millions rien qu'en France. Évidemment, ça va continuer, ça a été dit, c'est un problème qui est plutôt croissant, donc nous, on reste mobilisés sur le sujet, auprès de nos partenaires, pour apporter des solutions pour les femmes. Merci, écoutez, pour cette réponse succincte et vraiment très intéressante. Et je me réjouis que le secteur privé, par Procter & Gamble, DIM, s'associe un peu à cette thématique, notamment au niveau médiatique que vous avez mentionné, qui n'était pas encore très tabou et encore récemment. Mais écoutez, félicitations pour ça. Alors aussi, on a parlé donc des rôles associatifs, et je m'adresserai à vous, Madame Fondo, ici. Quel rôle peut avoir une entreprise sociale dans le changement des représentations sur les menstruations ? Alors, parmi les rôles que peut avoir une entreprise sociale, elle peut déjà favoriser l'emploi, elle peut autonomiser des femmes, puisque dans le cadre de Camerpad, nous confectionnons à Yaoundé des serviettes hygiéniques lavables et des culottes lavables. Donc, pour le faire, on a besoin de couturières. On les appelle les opératrices en confection textile pour valoriser leur emploi. Et elles sont aujourd'hui elles représentent 80% de l'effectif de notre entreprise. Donc déjà, ça a pour objectif de pouvoir voir que c'est des serviettes hygiéniques, c'est des culottes qui sont faites par des femmes pour des femmes, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi la possibilité, ça nous permet également ça nous donne de la légitimité de sensibiliser, en fait, d'aller dans les établissements scolaires, d'aller dans des camps de réfugiés, d'aller en communauté rurale ou urbaine et de faire cette sensibilisation. Ça nous donne l'opportunité de faire du plaidoyer envers les acteurs politiques camerounais comme on le fait à chaque fois. D'ailleurs, actuellement, nous avons un programme que nous menons à l'est du Cameroun, précisément à Bertoua, dans lequel nous souhaitons, en fait, nous faisons des sensibilisations et également de l'amélioration des infrastructures sanitaires. Parce qu'il y a aussi un autre point qu'on a eu à aborder tout à l'heure, c'est que pour pouvoir permettre de maintenir une fille à l'école, il faut également qu'elle ait un espace sécurisé, propre, où elle pourra se changer en toute dignité quand elle voudra le faire. Donc, il y a aussi ça que nous avons commencé aussi à aborder. Et en le faisant, généralement, on implique
les autorités administratives, c'est-à-dire comme au Cameroun, il y a une certaine chaîne d'administration qu'il faut à chaque fois contacter quand on veut mener des projets comme ceux que nous menons. Donc il y a les autorités communales, régionales et même gouvernementales. Et ensuite, il y a aussi au niveau des ministères. Comme il s'agit des établissements secondaires, il y a aussi le ministère des enseignements secondaires qui doit être aussi impliqué dans ça. Donc toutes ces structures, généralement, quand on fait des plaidoyers, on les invite. Et cette année, on a décidé de les inviter davantage pour qu'elles comprennent bien la nécessité que chaque acteur puisse comprendre son implication pour pouvoir favoriser pour pouvoir soutenir la rétention des filles à l'école quand elles ont leurs règles. Donc je pense qu'en en ayant l'action que nous menons, c'est comme ça qu'on peut sensibiliser au maximum sur la menstruation au Cameroun et même à travers l'Afrique. Donc nous avons eu l'apport des entreprises privées, entreprises sociales. Moi ici je m'attendais plutôt aux pouvoirs publics, notamment l'AFD. Comment une institution comme la vôtre peut-elle éventuellement évaluer les projets d'hygiène menstruelle? Je m'adresse à vous, Madame Chinal. Alors, actuellement, à l'AFD, 3 projets qui sont entièrement dédiés à la santé et l'hygiène menstruelle. Donc, on est vraiment au démarrage des activités sur ce secteur-là. Mais on va continuer. Mais du coup, il y a un enjeu fort pour nous à évaluer ce qu'on fait pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. On teste des approches innovantes. Voilà, donc l'évaluation a une importance dans les projets qu'on mène, et notamment, donc, pour vous donner l'exemple du tout premier projet que l'AFD finance depuis qui a démarré donc, en Éthiopie en 2022. C'est un projet qui est financé via un contrat impact de développement, donc c'est un outil de financement innovant qui est intéressant parce qu'il met justement la mesure de l'impact au cœur même de la construction du projet. C'est-à-dire que, pour vous donner le schéma rapidement, dans un contrat impact de développement, on a un investisseur privé qui, là, dans le cas présent et dans le projet en Éthiopie, c'est la BNP, qui va préfinancer via un prêt des activités projets qui vont être mises en œuvre par un consortium d'opérateurs. Donc là, c'est un consortium d'ONG avec Care France, Care Éthiopie et ProPride. Tout au long de la vie du projet, on a un évaluateur qui va venir par le biais de visites sur le terrain ou d'enquêtes auprès des jeunes filles et de la population, va mesurer toute une série d'indicateurs d'impact qui sont prédéfinis au stade du design du projet. Et en bout de chaîne, on a le payeur final, donc là est l'AFD, qui va en fait rembourser l'investisseur, mais seulement au prorata de l'atteinte des résultats. Donc c'est un mécanisme de paiement au résultat qui est intéressant du coup. Donc, Très intéressant. Voilà. Et ce qu'on fait du coup dans ce sur quoi on se met d'accord en fait dans le contrat cadre de ce projet-là, c'est pas finalement un programme d'activité à développer, c'est des indicateurs d'impact et des cibles à atteindre. Et là, effectivement, le programme lui-même, en fait, le programme d'activité, lui, il va pouvoir varier, puisque ce qu'on demande à l'opérateur, donc aux ONG qui mettent en œuvre le projet, c'est d'aller rechercher un maximum d'impact sur les 5 indicateurs dans le cadre de notre projet qui étaient prédéfinis. Donc l'évaluation, et alors pour vous donner un ordre d'idée, l'évaluation, elle est très importante et elle pèse aussi dans le budget du projet. On parle d'une évaluation qui nous coûte 500 000 € sur un budget de 3 millions d'euros, donc c'est pas rien. Mais elle est à la fois inhérente à cet outil de financement, puisqu'elle va permettre de déclencher les paiements. Et puis elle a aussi trois grands intérêts qui sont en fait, le premier, je l'ai dit, elle va permettre tout au long du projet d'adapter les activités. Et puis il y a effectivement aussi un côté incitatif, puisque l'opérateur va plutôt rechercher l'impact plutôt que de mettre en œuvre des activités telles qu'elles étaient définies. Le second grand intérêt, c'est de pouvoir faire la preuve de l'impact. Et sur un secteur comme la santé et l'hygiène menstruelle, qui est encore un secteur sur lequel on innove et on démarre, et c'est important de pouvoir, de pouvoir faire la preuve de l'impact et pour convaincre de la pertinence de ces interventions dédiées sur ce secteur-là. Et enfin, le troisième grand intérêt, c'est de créer de la donnée.
pour pouvoir améliorer la recherche, améliorer les connaissances. Et là, il faut aussi du coup souligner l'importance du travail qui a été mené et du rapport qui a été produit par l'Impact Tank, avec notamment ce référentiel d'indicateurs qui va permettre en fait aux différents porteurs de projets de renseigner des indicateurs communs et d'améliorer les connaissances sur des indicateurs bien précis. Mais comme vous l'indiquez, et Madame Milly-Monod l'a aussi mentionné, de mettre en lumière via soit les médias ou alors le rapport, et je viendrai maintenant vers vous, Madame Audier, cette thématique importante. Donc votre organisation vient de publier, comme Madame Jeanne vient de le citer, un rapport intitulé « Lutte contre la précarité menstruelle ». Et la question que je voudrais poser, c'est quel en est l'enjeu et surtout, quelles en sont ces particularités de ce rapport? Merci. Alors oui, le rapport, il vient de sortir. Il est sorti aujourd'hui, on va le mettre en ligne. Écoutez, ce rapport, il fait partie d'une série de l'Impact Tank. Alors l'Impact Tank, c'est un jeune think tank, donc c'est une association à but non lucratif qui travaille pour développer la mesure d'impact. Et je pense que ce qu'on vient de se dire illustre bien les enjeux qu'on essaye d'attraper. Sur pas mal de sujets, dont celui-ci, mais sur d'autres aussi, il y a beaucoup de choses très bien qui sont faites, mais qu'on n'arrive pas bien à passer à l'échelle. Donc on fait des choses très bien, mais on n'arrive pas à les faire pour suffisamment de monde, que ce soit dans nos pays développés ou dans d'autres pays. Mais déjà en France, on a beaucoup travaillé sur la France. Par exemple, on travaille sur l'inclusion numérique, on travaille sur l'urbanisme inclusif, on travaille sur le développement économique dans les banlieues. Et donc, on se dit, il y a des choses très bien, mais comment on fait pour que ça concerne le maximum de gens? Donc ça, c'est le point de départ. Et ce qu'on s'est dit aussi, et on l'a souligné aussi, c'est que souvent, on manque d'évaluation et on manque de données. Et comme on manque de données, d'évaluation et quand même souvent un peu de moyens sur ces sujets, on manque de chercheurs aussi. Les chercheurs vont plus travailler sur la régulation bancaire ou des télécoms que sur la précarité menstruelle ou l'urbanisme inclusif. Et donc, ce que s'est dit l'Impact Tank, il est né de cette idée que finalement, on avait besoin de pouvoir mettre en commun. Et donc, sur ce rapport, comme sur les autres, on essaye à chaque fois de faire 4 choses, de faire le point un peu sur, d'un point de vue académique, qu'est-ce qu'on sait sur la précarité menstruelle, le nombre de personnes concernées, qu'est-ce qui a déjà été fait comme étude, quelles universités travaillent, quels chercheurs, on fait une biblio assez classique. Après, on essaye de recenser les initiatives les plus innovantes de manière aussi systématique qu'on peut, avec un réseau qui s'agrandit. On essaye après de définir des indicateurs. Et donc ça a été cité par Margot. On essaye de remettre ces indicateurs finalement à la disposition de tout le monde pour que les gens puissent les réutiliser. Et puis, on en tire quand même quelques conclusions en termes de politique publique. Parce que derrière, il y a aussi l'idée à chaque fois, et là c'est une bonne illustration aussi, de faire travailler ensemble les pouvoirs publics, les entreprises privées, et Dim et Procter illustrent bien, à la fois sous 2 aspects, ce qu'elles font dans leur business de tous les jours, le fait de fabriquer des produits, par exemple, accessibles, ou de concevoir, quand on a un cabinet d'architecte, une ville qui est accessible à tous. C'est pas de la politique RSE, c'est du business qui évolue. Mais c'est aussi les politiques RSE, et ça a été mentionné par Procter & Gamble, de pouvoir avoir des actions de soutien aux associations, d'appui, de dons, etc. Donc, si je reprends les pouvoirs publics, les entreprises classiques, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et on a règle élémentaire aujourd'hui, et puis les chercheurs, qui sont clés parce qu'il y a besoin d'un espèce de tiers externe, et vous en utilisez certainement dans vos évaluations. On a besoin que des chercheurs travaillent. Voilà. Et donc ce rapport, il contient assez classiquement ces 4 chapitres. Alors je dis classique, on est tout jeune, donc on a 3-4 rapports, on n'en a pas 120. Mais on essaye de travailler de manière systématique avec vraiment une idée au cœur, qui est que ce qui fonctionne, ce qui a fait ses preuves, puisse être développé, réutilisé, mieux connu, et être déployé. Que quelque part, tous les gens qui ont envie de faire des choses ou qui ont envie de financer des choses, que ce soit des grands financeurs comme l'AFD, des entreprises privées, et puis des pouvoirs publics dans différents pays, puissent finalement trouver quelque part sur étagère quelque chose pour démarrer le plus vite possible sur ce qui a fait ses preuves.
Et au-delà de ce rapport, Madame Audier, quelle serait votre ambition avec Impactang dans cette thématique pour changer la donne au cours des 5-10 prochaines années? Comment comptez-vous coopérer avec, vous avez mentionné les acteurs de la société, enfin des acteurs issus du monde privé, milieu associatif, société civile, public? Sur ce sujet spécifique, il faut qu'on voit, on s'était donné un objectif qui était de sortir le rapport, donc on va certainement pouvoir se fixer des objectifs supplémentaires. Je pense que déjà, à travers les connexions qu'on a créées, il y a des synergies en quelque sorte, il y a des choses qui vont pouvoir avancer, il y a des relais qui vont pouvoir se faire au niveau, encore une fois, de différents acteurs. Donc ça, il faut qu'on regarde comment on a tous envie de le construire et d'entraîner encore une fois d'autres. Par exemple, un des sujets, si je parle de la France que je connais mieux que le Cameroun, mais on voit bien qu'il y a un sujet de sensibilisation des collectivités locales ou de sensibilisation des établissements scolaires, des lycées et des universités. Voilà, on peut peut-être ensemble essayer de se dire qu'on arrive d'ici la fin de l'année à bouger un certain nombre de choses dans ce domaine. Il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement sur des produits qui seront mis à disposition gratuitement dans les pharmacies pour des étudiantes ou des femmes allocataires de minima sociaux. Je pense que le chemin entre l'annonce et la réalité va demander un peu de travail. Et je pense que quelque part, ce collectif, il va pouvoir aussi se passer la balle pour pouvoir inventer et proposer au pouvoir public des méthodes concrètes de mise en œuvre pour pas qu'on ait un décalage entre les annonces et la réalité. C'est tout ce que je vous souhaite et le temps est déjà, la fin est déjà à nos portes. Je voudrais vous remercier à vous toutes et à vous tous d'avoir jeté votre pierre à l'édifice, d'avoir apporté votre pierre à l'édifice dans cette thématique qui touche encore une fois 500 millions de personnes. Je suis vraiment subjugué par ce nombre, donc c'est vraiment l'importance de cette thématique. Et j'espère que l'audience qui était ici avec nous, courageuse pour ce dernier panel jusqu'à 18h, écoutez, a pu permettre d'être sensibilisé à cette thématique hautement importante. Je vous remercie à toutes et à tous. Si vous me permettez, je voudrais remercier tous les contributeurs, remercier aussi ceux qui nous ont financés, parce qu'on est une petite structure, mais on a besoin d'un petit peu de fonctionnement sur un projet comme ça. Donc merci à tous pour votre contribution, et notamment à l'AFD qui a levé la main la première. Merci. Merci à vous. Il y a aussi l'applaudissement pour ce rapport qui est sorti, cette coopération. Merci à vous.